Alors pour certains, c'est terminé la Sydney Hobart. Et du coup, est-ce qu'on récupère bien Laurent Pagès, qui était sur Teasing Machine? Bonjour Philippe. On récupère effectivement des conditions un petit peu musclées sur la fin, encore des équipages en mer pour qui c'est un peu plus difficile encore. Et ouais, une course un petit peu plus longue que prévu, mais très chaotique, donc assez éprouvante pour les corps, mais surtout pour les têtes. On va raconter ça. Allez. Allez, on rentre dedans. Alors cette course, Laurent, elle est si particulière que ça, parce que toi, tu as quand même un peu d'expérience, les Volvo Race, etc. Elle est très particulière, comme le disent les Australiens, cette Sydney Hobart. Voilà, que Sydney Hobart, c'est particulier. Alors pour les Australiens, c'est un Everest annuel, hein. C'est un cérémonial presque. Effectivement, c'est une course qui est particulière parce que, quelles que soient les années, quelles que soient les conditions, il y a toujours des événements qui sont un petit peu chaotiques. La condition classique, c'est un régime anticyclonique au départ, on part sous le soleil, c'est super, il y a du vent mais pas trop. Et puis un front au travers de la route, issu d'une dépression thermique qui se développe sur l'Australie où il fait très chaud, c'est l'été à ce moment-là de l'année. Et ça peut développer, générer notamment un front entre les deux anticyclones sud-Australie et est-australien. Et ce front, il est souvent actif, orageux et particulièrement mauvais, avec un détroit de Basse qui est réputé pour sa mer particulièrement pénible et difficile et dangereuse. Donc en général, c'est voilà, le profil typique. Sauf que cette année, on a eu des conditions avec tout un ensemble de dépressions orageuses, pas très creuses, peu de gradient de vent, peu de vent de fond en fait, mais avec énormément d'activité de nuages, d'orages. Donc une situation à la fois où les modèles météo étaient complètement perdus, hein, que juste sur la fin où on a retrouvé quelque chose de cohérent. Autrement, on avait parfois des vents à l'opposé des modèles et beaucoup d'activité de nuages, donc beaucoup de variations d'intensité de très faible à très fort, avec une mer évidemment qui était très agitée, notamment à cause des périodes de vent fort. Donc des conditions très difficiles pour la course, très compliquées en termes de stratégie, météorologie, de stratégie, de route, de positionnement par rapport aux concurrents, et énormément de manœuvres, et faire avancer toujours le bateau, c'est quand même le jeu. C'est un sport mécanique où on déplace des mobiles, là des bateaux, et il se trouve que les faire avancer dans ces conditions très changeantes, avec une mer qui est souvent un peu chaotique, c'est compliqué aussi. Donc une course très complexe, au profil à chaque fois différent, mais ces différentes dernières années où on a pu naviguer, que ce soit continent américain ou européen, on n'a pas rencontré de course de ce profil-là. Donc oui, Sydney Hobart, c'est quelque chose de toujours particulier. Alors en quoi cette Sydney Hobart est si spéciale? Parce que les Australiens évidemment défendent le fait qu'elle est très très particulière, cette course. En quoi elle est si particulière? Pour les Australiens jugent parfois l'expertise d'un navigateur au nombre de Sydney Hobart qu'il a couru dans sa vie. Donc on peut effectivement prendre un petit peu de recul sur cette approche. Toujours est-il que... Toi, c'est ta troisième, tu commences à compter. C'est la troisième, les trois courses très différentes, trois courses à chaque fois compliquées, mais passionnantes par plein d'aspects, le côté spectaculaire du départ, le côté spectaculaire de l'arrivée, des conditions qui ne sont pas du tout des conditions typiques de l'Atlantique Nord. Donc voilà, beaucoup de variétés, beaucoup de variations, c'est ce qui fait le charme, un peu l'exotisme de cette course, et on a beaucoup de chance de pouvoir faire ça. Alors justement, c'est quand même très particulier de venir jusque-là pour faire une course. C'est un véritable investissement de toute la team Teasing Machine. C'est un vrai investissement, comme disait les Anglais, big commitment de la part d'Eric de Turckheim, qui est le propriétaire du bateau Teasing Machine. Effectivement, on ne vient pas tous les ans, ça c'est sûr. Venir faire Sydney Hobart, c'est un budget important, il faut envoyer le bateau, déplacer un équipage. Donc on l'envoie en cargo. On l'envoie en cargo, ouais. Et on ramène en cargo. Et on la ramène en cargo, ouais, effectivement. Donc c'est un gros engagement, un gros investissement financier, de temps, d'énergie. Il se trouve que normalement on régate aussi à la fin de l'année, en octobre, à Malte, pour une des 4 grandes classiques qui est la Middle Sea Race, et en février aux Antilles, à Antigua, qui est la Caribbean 600, qui est aussi une de ces 4 grandes classiques, de ces 4 grandes 600 000 dans le monde. Donc venir à Sydney Hobart,
par ailleurs fait que nous ne faisons pas ces 2 autres courses que l'on fait d'habitude, d'une façon de pondérer. Mais ça reste quand même un engagement, un investissement très sérieux. Alors Sydney Hobart, ça se situe effectivement, que ça soit du côté du mythe de l'épreuve, comme de l'engagement de chaque équipe et de la concentration des compétiteurs qui rassemblent énormément de navigants de classe mondiale d'un peu partout, qui viennent d'un peu partout dans le monde, qui sont des équipiers sur différents bateaux. Voilà, des gens qu'on retrouve sur les Volvo Ocean Race, sur les Coupes America depuis 15 ans, 20 ans, et qui se mélangent, c'est la beauté de notre sport, aussi avec des amateurs. La beauté de la voile, c'est qu'un amateur peut prendre le départ entre un champion du monde et un champion olympique, et au départ, ils partent ensemble, ils sont côte à côte. Voilà. Donc oui, Sydney Hobart, c'est une de ces 4 grandes épreuves avec la Fastnet et les 2 courses précédemment citées, Rolex Middle Sea Race et Caribbean 600. Elles sont toutes les 4 différentes. Voilà, Sydney Hobart garde ce côté austral, ça porte son nom, et qui fait aussi une partie de son charme par la rudesse de ses conditions souvent rencontrées. Et comment on planifie en quelque sorte la participation à la Sydney Hobart, puisque évidemment il y a un propriétaire, mais toi tu es plus que le tacticien de la teasing machine, tu es aussi une sorte de manager, et donc j'imagine que tu es impliqué dans ce choix de faire la Sydney Hobart. Alors la décision appartient au propriétaire toujours. En fait, au-delà de mon poste de tacticien, qui est un petit peu le patron sur l'eau du bateau, je gère le projet pour le compte du propriétaire, ce qu'on appelle désolé pour l'anglicisme, une nouvelle fois, un project manager. Donc sur l'histoire de ce projet, ça part au départ de la définition d'un programme, quel type de course est souhaité être tenté, quel type de bateau du coup, on définit pour faire ce programme de course, pardon. Et donc on a développé un bateau, qui est un bateau unique, un plan Bernard Nivette, donc avec lequel on a énormément collaboré en amont, puisque on co-définit avec l'architecte le bateau. Et donc pour effectuer ce programme de la meilleure des façons, chaque année, avec toujours une année d'avance en fait, on a toujours une année d'avance dans notre programmation parce qu'il y a beaucoup d'implications différentes et il faut anticiper énormément de choses. On définit un programme avec Eric, propriétaire du bateau, et en fonction de nos objectifs, on établit un programme de course en amont, c'est-à-dire qu'on a des courses à objectifs dans la saison et des courses de préparation. Les courses de préparation étant censées nous amener au meilleur niveau, au meilleur moment pour nos événements objectifs, un petit peu ce qu'on retrouve dans tout le monde du sport en général, effectivement. Et la Sydney Hobart faisait partie des gros objectifs de l'année. Et la Sydney Hobart faisait partie des gros objectifs de l'année, effectivement. Résultat un petit peu mitigé, on a laissé certainement quelques options en route, mais on aura peut-être l'occasion d'en parler. Alors Laurent, comment on vit cette après-course une fois qu'on a récupéré, qu'on a un petit peu peut-être analysé un peu la course, comment on le vit, surtout quand on est comme vous, le tacticien de l'équipe, et donc forcément avec une analyse et éventuellement quelques regrets par rapport à une performance qui n'était pas tout à fait ce que vous espériez. Au-delà de la frustration qui est réelle, parce qu'on a tout le potentiel du bateau qui est au point, l'équipage est au point, le potentiel est là, on sait qu'on peut gagner notre place, et on est venu pour ça et on sait qu'on a clairement le potentiel pour. Donc la frustration elle est évidente à côté de ça. Après, réaliser un objectif, ça passe par beaucoup d'éléments. Il se trouve que dans l'analyse qu'on en fait, on a l'occasion de faire un débriefing ce matin. Mon analyse qui est partagée par l'équipage, c'est que dans notre fonctionnement, on a un binôme avec Émeric Chapelier qui est le navigateur, et donc moi qui suis le tacticien. On a un binôme normalement où nous sommes tous les deux hors quart et on échange beaucoup, on est beaucoup en interaction, etc. Je trouve qu'on avait fait le choix de naviguer avec une personne de moins sur cette course, de naviguer à 11. On fonctionne avec 2 quarts, du coup j'ai pris un quart. Et c'est vrai qu'on s'est un petit peu déphasé, on est un petit peu sorti de nos repères. Et notre communication en a été indirectement, et même si on s'en est rendu compte, on n'a pas su rectifier ça en cours de route. Notre communication n'a pas été au niveau à laquelle elle était habituellement. Et notamment dans la communication,
moi c'est aussi mon rôle en tant que tacticien. Le navigateur fait une analyse météo, définit une stratégie. Moi en tant que tacticien, je suis là pour la remettre en cause. C'est-à-dire que dans notre échange, je suis là pour remettre en permanence en cause ce qui pourrait être un avis, une certitude, parce que c'est la meilleure façon, au final, d'établir les scénarios, de balayer des hypothèses et de confirmer, oui, effectivement, ce que tu proposes, c'est le bon choix. Donc notre organisation du bord sur cette course nous a probablement empêché, en tout cas a probablement affecté ce qui est d'habitude notre fonctionnement et qui nous réussit très bien, comme ça a pu l'être par le passé. C'est bien que tu nous racontes ça de manière très sincère finalement, et ça te met pas forcément d'ailleurs dans le meilleur rôle, donc je trouve que c'est un vrai discours de vérité. Et surtout, ça fait comprendre, je pense, à des gens qui ne sont pas des spécialistes de voile, à des béotiens qui nous regardent et qui peuvent se rendre compte à quel point tout cela est hyper professionnel, hyper tactique, hyper technique, hyper technologique aussi. Et que globalement, à l'arrivée. C'est pas juste le bateau va vite, puis bon, c'est bon. On va arriver premier, quoi. Non, c'est un petit peu toujours. Il y a plein de comparaisons possibles, mais effectivement, on fait une partie d'échec à bord d'un bateau, en utilisant aussi les forces de chacun à bord. Et beaucoup de technologie. Un sport d'équipe, beaucoup de technologie, beaucoup de support technique. Donc c'est complet et à ce niveau-là de prise de décision dans un environnement météorologique aussi chaotique qu'il l'était, je parle de chaotique pas en sens infernal mais au sens de l'instabilité, de l'imprévisibilité des systèmes, puisqu'encore une fois on est dans un système de micro-dépression orageuse très très instable, que les modèles arrivent à peine à voir, à déceler, même aux images infrarouges, aux images satellites infrarouges qu'on peut récupérer à bord du bateau. On a du mal à les déceler au sein des couvertures nuageuses. Donc c'est assez complexe. Au final, on se retrouve avec des prises de décision qui sont tellement difficiles à prendre qu'à la fin, on a à peu près fait le contraire de ce qui était notre plan initial. Voilà. C'est-à-dire qu'on avait un plan initial à plutôt être positionné en général dans l'ouest de nos adversaires, et on s'est fait emmener dans l'est par deux de nos adversaires principaux, qui sont le vainqueur de l'édition l'année dernière et un équipage qui s'appelle Caro, qui a gagné le Fastnet cette année. Voilà, c'est deux de nos principaux adversaires. Et dans votre marquage Et donc ils ont commencé à gagner beaucoup de terrain dans notre est, et même si c'était pas notre jeu, la tentation est telle que c'est difficile de résister. Et puis on a accompagné, et notre jeu de rester en permanence, en tout cas le plus longtemps possible, positionné dans l'ouest, et surtout de finir dans l'ouest de nos concurrents, c'était le plus important, avec du vent qui allait revenir de cette zone, dans un secteur ouest puis sud-ouest. Le moment où il fallait absolument, on ne laisse pas notre adversaire passer dans notre ouest, c'est le moment où on a décroisé avec eux. Donc on a à peu près fait l'inverse. Ça pour plusieurs raisons. Encore une fois, notre échange communication avec Émeric n'a pas été bon. On n'a pas su remettre en cause notre curseur, notre système, notre logiciel. On n'a pas su replacer les curseurs au bon moment, à un moment critique. On a un moment très critique dans la course où on sait que on se retrouve à déphaser avec nos adversaires. On n'aurait jamais dû les laisser faire ça. Et ça, on l'a fait en subissant dans des phases de très peu de vent, et puis on se décale un tout petit peu, puis hop, notre concurrent prend une petite risée, s'échappe un petit peu, et puis là ça y est, ça fait un latéral, il y a un delta qui s'est créé, et puis si ça recommence une fois, pouf, il disparaît. Et voilà, on n'a pas été assez ferme vis-à-vis de ça, et encore une fois, la difficulté de la course, parfois l'incompréhension de ce qui pouvait se passer, nous a amené à une logique de prise de décision qui était devenue presque incohérente par rapport à ce qui était un plan de jeu initial, avec l'impératif de finir dans l'ouest de nos concurrents. Et ça, on l'a pas bien fait. Est-ce que les Australiens ont un petit avantage quand même, ou un gros avantage, l'avantage de la connaissance du terrain, même si vous êtes venu déjà sur cette course, malgré tout, c'est leur terrain. Alors les Australiens ont réel avantage sur cette course parce qu'elle a beaucoup de contraintes. Il faut énormément communiquer avec une radio HF, à faire des rapports qui durent 1 heure. On appelle toute la flotte, etc. Enfin,
passe le détail. Mais ça, effectivement, ça mobilise de l'énergie à des moments parfois critiques. Il se trouve que cette vacation qu'Everfix est tombée, nous, dans ce moment critique, elle nous a particulièrement un peu déstabilisés, puisque c'est notre navigateur qui faisait ce travail-là à ce moment-là. C'est lui qui était en charge de cet aspect communication. Dans le débriefing, on a clairement identifié qu'il ne faut pas que ce soit le navigateur qui soit en charge de ça, parce qu'il faut, si ça tombe comme ça se passait à un moment critique, il faut qu'on soit disponible pour remettre à jour notre stratégie s'il faut. Et typiquement, c'est ce qui est arrivé. Voilà. Donc je pense que les Australiens savent ça. Voilà un exemple. Après, en termes de connaissance du plan d'eau, entre guillemets, des systèmes météo, évidemment qu'il y a des constantes. Après, pour avoir discuté avec quelques navigateurs australiens, dont le navigateur de Celestial qui finit devant nous et qui a gagné l'année dernière, ça restait des conditions très inhabituelles, très instables, très imprévisibles. Et encore une fois, là où ils ont été meilleurs que nous, c'est que à partir du moment où on s'est fait rattraper, dépasser par cette zone de basse pression orageuse, donc il nous a arrêté ce flux d'est qui nous permettait d'avancer assez bien. On n'a pas pris le couteau entre les dents et bataillé pour s'extraire de ça en ce guet de dégagement dans l'ouest. On est resté dans une logique à dire il faut se projeter dans le sud, la sortie est là. Alors que non, manifestement, voilà, on n'a pas fait la bonne analyse au bon moment assez vite. Et nos adversaires l'ont fait beaucoup plus vite, le temps qu'on comprenne. Le déphasage était fait et c'était trop tard. Alors c'est quand la prochaine Sydney Hobart? Alors pour Laurent Pagès et pour Teasing Machine? À voir, je ne sais pas. Je pense que je serai là personnellement avec un autre bateau l'année prochaine. Teasing Machine, probablement pas l'année prochaine. L'objectif principal sur l'hiver prochain sera la préparation de l'Amirals Cup 2025. Avec le retour de l'Amirals Cup. Donc c'est un de nos objectifs principaux en 2024, et c'est de se préparer au mieux pour cette Amirals Cup. D'ici là, on verra. Prochaine Sydney Hobart, j'espère le plus tôt possible parce que c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Mais en tout cas, si tu comptes revenir l'année prochaine sans que le bateau Teasing Machine vienne, ça montre bien à quel point tu es un vrai passionné de cette épreuve et que tu as envie de la vivre, cette épreuve, une fois de plus. Je serais certainement idiot de préférer rester devant la cheminée. Non, c'est quand on a cette chance-là de pouvoir faire ces courses-là, il ne faut pas hésiter une seule seconde. C'est des courses qui nous ont fait rêver quand on était gamin et qui nous feront rêver quand on sera plus vieux et plus forcément en mesure de le faire. Et puis avec un objectif qui est de gagner, parce que pour finir sur une bonne note quand même, puisque tu es un peu amer quelque part de cette performance, pour finir sur une bonne note, la première fois que tu es venu, tu as failli gagner. Alors la Teasing Machine, effectivement, avec un premier bateau qui était un 43 pieds, la même veine, avec Bernard Nivelt, sur le même concept, sur le même modèle. Effectivement, remporte la classe assez largement, finit 7e au général, mais surtout s'est retrouvé, l'équipe était en tête à l'entrée dans Storm Bay avec 6 heures pour couvrir les 10 derniers milles, mais au mauvais moment, au début de nuit, où parfois sur certains secteurs de vent, le vent s'éteint complètement à l'entrée de la rivière, Darren River, et pas de vent, un peu de courant contre la rivière, et ça suffit pour perdre, ne pas pouvoir réussir à faire 10 000 nautiques en 6 heures, pardon, et perdre la victoire au général, ce qui aurait été quelque chose d'assez fabuleux et une première pour un bateau français. Mais tu avais quand même gagné ta classe, ce qui veut dire qui a gagné à Sydney Hobart parmi les Français? Tabarly. En classe? Ouais, en classe déjà. Tabarly en 67. Qui d'autre? Jerry Trenso. Ouais. Il me semble. Et je m'excuse d'avance si j'en oublie un. Il est possible qu'il y en ait d'autres, mais il n'y en a pas beaucoup. Ça situe la performance. C'était 2015. Bon, l'édition 2023 peut-être restera un peu moins dans les souvenirs. C'est quoi la place finale? 5e? 5e dans la classe. Bon, dans la classe, mais
J'ai vu les écarts, effectivement, il y très peu de avait de choses. quoi faire mieux. Voilà, Ouais. très peu de choses, ouais. Très peu de choses. On revient plus dessus, on arrête là-dessus. On va s'en servir, en tout cas, ce qui est certain, c'est que chaque fois qu'on est venu faire Sydney-Hobart, et en ça, à la question si c'est une course différente, à chaque fois qu'on est venu faire Sydney-Hobart, ça nous a donné des éléments pour à chaque fois énormément progresser. Quand on est venu en 2015, même avec une excellente performance, on a tiré beaucoup de leçons aussi, et l'année suivante, on a tout gagné, totalement dans notre classe. En 2018, on a été puni sérieusement par la concurrence avec un bateau fraîchement mis à l'eau. On a su réajuster les paramètres du bateau dans la foulée de cette expertise et de cette expérience. Et on a fait aujourd'hui un bateau, on a mis à jour certains curseurs sur le bateau, qui fait que ce bateau est aujourd'hui dans beaucoup de conditions pour faire du large en tout cas, un bateau qui est extrêmement difficile à battre normalement. Bien sûr, on ne peut pas être bon, on ne peut pas être le meilleur dans toutes les conditions, mais en tout cas au niveau tout terrain, on commence à être vraiment bien affûté. Cette édition, comme on a pu notamment en parler ce matin dans notre débriefing, nous apporte des nouveaux éléments de réflexion et on va s'en servir pour être encore meilleur en 2024. Alors c'est pas un mystère non plus que en France on est plus porté sur la course en solitaire. Qu'est-ce qui vous a amené, qu'est-ce qui t'a amené toi à avoir un parcours différent finalement et de partir sur les compétitions en équipage où d'habitude on trouve plus traditionnellement d'autres nations et moins de Français et plus d'anglo-saxons par exemple? Alors c'est un parcours d'abord, c'est un parcours qui est lié à une trajectoire qui part du dériveur, de l'olympisme, puis de la regate pure, le match racing, les séries monotypes sur les circuits internationaux, qui est un parcours classique dans la voile mondiale. À l'époque en France on avait aussi une épreuve magnifique qui était le Tour de France à la voile, qui permettait de faire et de l'inshore et de l'offshore, probablement la meilleure école de course au large du monde, que le monde entier nous enviait. Et ce parcours-là m'a amené finalement à être recruté assez tôt dans des équipes étrangères, américaines, italiennes, anglaises, allemandes, et pour aller faire ces circuits internationaux. J'ai jamais eu tant le désir que ça de faire de la voile solitaire. D'abord par une trajectoire où tout se passait bien pour moi sur les circuits en équipage, sur les circuits internationaux. J'ai trouvé mon compte, des passionnés. Moi je suis plutôt quelqu'un d'assez cellule arrière, un régleur, un barreur, un tacticien. Mais effectivement, travailler en cohésion et voir l'orchestration d'une équipe qui tourne comme une horloge, voir fonctionner un numéro 1 avec classe mondiale, un régleur absolument incroyable. C'est des choses où on apprend énormément, c'est très enrichissant techniquement. Alors que le solitaire est un généraliste, si j'ose dire. Le solitaire est nécessairement plus généraliste, souvent moins expert. C'est une évidence. Probablement rencontrer et naviguer avec beaucoup moins de gens, donc c'est moins enrichi, c'est juste mécanique. Moi, c'est ce qui m'a toujours passionné. J'aime le fonctionnement en groupe. Je trouve que c'est un vrai challenge de faire tourner un équipage. Il y a un paramètre aussi, c'est qu'on peut pas on se cache pas en équipage. Si on commence à baisser un peu la garde, quelqu'un qui vous attrape par le collier et qui dit tu t'y remets tout de suite, sinon la porte est là. Donc voilà, ce côté-là humain avec sa rudesse parfois, mais aussi sa solidarité, son échange technique permanent, sa coordination, sa façon d'analyser en amont ou post-analyse, tout ce qu'on peut faire dans le vécu d'un groupe, c'est passionnant et ça m'a toujours intéressé. Mais du coup, il a fallu que tu fasses carrière à l'étranger pendant longtemps. Essentiellement, oui, bien sûr. Essentiellement. Mais maintenant, bateau français. Bateau français maintenant. Récompense. Et puis notamment ces circuits internationaux, moi, m'ont amené à une première Volvo Ocean Race avec une équipe qui s'appelait Telefonica, qui était un équipage international sous pavillon espagnol. À l'époque, donc, on était deux Français, pas sur le même bateau, Sidney Gavinier et moi, sur la Volvo Ocean Race. Et culturellement, il y avait assez peu de Français, il y en a eu d'autres dans d'autres éditions, Jules Mazard, etc. Des gens qui étaient très réputés à l'international, pas forcément connus en France, mais c'est le lot de l'histoire. Et ce qui compte, je pense pour des gens comme moi, on n'a pas grand chose à vendre, on ne fait pas de communication. Nous, ce qui compte, c'est le respect de nos adversaires. Et c'est finalement le plus important, le respect de ses équipiers et le respect de ses adversaires. On est là pour ça et la bataille est dure. Le niveau est vraiment régulièrement
régulièrement très difficiles selon les épreuves. Les Volvo Chain c'était particulièrement Marquez-Poussa, comme la Coupe de l'América ou d'autres. Le haut niveau, par définition pour moi, c'est la confrontation au niveau mondial. Voilà. On peut être très bon dans son village. Et en équipage, on est vraiment confronté au niveau mondial. Ouais. Alors c'est une autre discipline, c'est deux disciplines différentes. Il ne faut pas les opposer, le solitaire et l'équipage. Elles sont différentes tout simplement. C'est presque deux sports différents dans un environnement identique. Par contre, l'approche est différente. Je pense que la richesse de l'équipage est une matrice qui pour moi est essentielle. Parce que j'ai toujours considéré que ça me permettait de comprendre, de progresser, d'apprendre énormément les uns des autres, dans l'échange, dans l'observation. Et ça n'a pas de prix. Dans le plaisir qu'on a quand on est passionné à faire de la course, de pouvoir apprendre en permanence à chaque fois, chaque heure passée à naviguer en équipage, et riche d'enseignements de ce qu'on fait soi-même, de ce qu'on en apprend, de ses erreurs ou de ses bons choix, mais aussi de l'observation et de l'échange avec les autres en permanence. Merci Laurent, merci pour ce gros débrief très studieux mais hyper intéressant, je pense, pour les gens qui sont passionnés de voile, mais aussi surtout pour les gens qui sont un peu extérieurs et qui ne se rendent pas forcément compte du professionnalisme réel qu'il faut avoir pour faire des superbes courses comme vous. Merci encore Laurent. Merci Philippe et très bonne fin d'année. Et à la prochaine Sydney Hobart. À la prochaine Sydney Hobart. Avec plaisir.